Je vais te montrer comment traiter un problème d'optimisation dans le contexte de la dérivation et des études de fonctions. Donc, qu'est-ce qu'un problème d'optimisation? C'est un problème dans lequel tu vas chercher la valeur de x pour obtenir le minimum ou le maximum d'une fonction. Cette fonction peut représenter un volume, elle peut représenter une surface, elle peut représenter un coût de production, un bénéfice, toutes ces choses-là. Donc ici, on est dans un contexte où la fonction qu'on va étudier représente un volume d'une boîte. Et donc, on va lire ensemble l'énoncé. Donc on veut réaliser des boîtes qui ont la forme d'un parallélépipède rectangle. Pour ça, on part d'une feuille cartonnée de dimension 40 sur 25. Donc en même temps, je vais marquer les dimensions au fur et à mesure. Donc là, voilà, je t'ai dessiné aussi le petit schéma 40 sur 25. Et avec cette plaque de carton, qu'est-ce qu'on fait? On découpe aux quatre coins 4 carrés identiques. Donc de dimension x, tu vois, on découpe ici. Là, on découpe une longueur x. Idem de l'autre côté. Du coup, pareil partout, hein, parce qu'on découpe des carrés du coup. Voilà, je vais te le marquer aussi sur le dernier. Et donc, une fois que tu as découpé les 4 coins, qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester ce que je vais te représenter en vert. Il va te rester ça. Donc, tout ce qui est vert, c'est ce qui te reste. Le reste, ce sera découpé. Et après, tu plies. Si tu veux, on va même faire les pointillés. Tu as déjà dû faire des constructions de solides, je pense, en primaire. On fait un petit peu ça avec des dés, avec des trucs simples. C'est un petit peu le même principe ici. Après, tu plies suivant les pointillés. Et puis voilà, tu obtiens ton carton, quoi. Ah, j'ai oublié un. Ici, là. Hop. Là. Et là. Voilà, donc partout il y a des pointillés, tu vois, tu plies. Et tu obtiens quoi? Bah, tu obtiens une boîte, donc en forme de parallélépipède rectangle. Donc cette boîte, si tu veux la dessiner en 3D, elle ressemblera à quelque chose comme ça. Je vais te la dessiner, je vais essayer de te la dessiner en 3D pour que tu puisses aussi voir les dimensions dont on a besoin dans notre exercice. Tu vois, ça va faire un truc comme ça. Hop, hop, ok. Donc là, on aura plus 40 ici, mais on aura 40 moins 2x, tu vois, parce qu'on aura découpé x des deux côtés là. On aura découpé x ici et là. Donc 40, ce sera diminué de 2 fois x. Donc finalement, la longueur de la boîte va être égale à 40 moins x. Sa largeur, le raisonnement, il est identique. La largeur de la boîte, elle va être égale non plus à 25, mais à 25 moins 2x. Ok, même chose. Et puis la hauteur, ben la hauteur, ce sera la longueur x, enfin la dimension x qu'on aura découpée. Donc tu auras cette boîte de dimension 40 moins 2x, 25 moins 2x pour la largeur et x pour la hauteur. C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, bon là on t'a expliqué avec le blabla ce que je viens de te faire en dessin. Tac tac tac. Et on te demande en fait pour la première question, alors ça c'est une question intéressante, dans quel intervalle la variable x peut-elle varier pour que la boîte soit réalisable? En gros, quelles peuvent être les valeurs de x? Ici c'est une question de logique. Alors écoute bien, tu vois, ça va être très très simple. Néanmoins, il faut que tu te poses cette question et c'est pour ça qu'il te la pose aussi parce qu'on veut que tu réfléchisses concrètement sur la situation réelle, quoi. Est-ce que x peut être négatif déjà? Réponse non, ça c'est une évidence, tu vois, x c'est une longueur, on découpe une longueur, donc x est positif. Donc on va marquer ça, x, et forcément on va même mettre strictement positif. X n'est pas égal à 0, x n'est pas négatif. Ensuite, est-ce que x peut être plus grand que 13 ou 12,5 même, je peux te dire directement. Est-ce que je peux avoir x égale 13? Eh bien regarde, si tu découpes 13 cm comme ceci, tu découpes aussi 13 cm par dessous, parce que tu découpes la même chose des deux côtés. Donc tu découperais 13 d'un côté plus 13 de l'autre côté. Ça te ferait quoi 13 plus 13? Ça te ferait 26. Est-ce que tu peux découper 26 cm dans la largeur? Bah non, puisque tu n'as que 25 cm à la base. Donc au maximum, tu peux découper la moitié de 25, donc 12,5. Mais tu découperas pas non plus 12,5 parce que si tu découpes 12,5 d'un côté et 12,5 de l'autre, bah, tu as coupé toute ta largeur en fait. Donc x, alors elle était où ma page? Elle était là. X doit être plus grand que 0, mais en même temps x doit être
strictement inférieur à 25 sur 2, donc 12,5. Et en même temps, si tu tiens le même raisonnement pour ce qui est de la longueur, tu ne vas pas pouvoir découper plus que 20 cm. 20 cm exclus. Pourquoi? Parce que 20 plus 20, ça te redonne 40. Ok? Tu ne peux pas couper plus que la moitié de la longueur. Donc ça me donne une troisième condition à vérifier. X doit être plus petit strictement que 40 sur 2. Donc finalement, tes trois conditions, regarde, elles vont donner quoi? Elles vont donner X qui doit être positif, X qui doit être plus petit que 12,5 cm. Il doit être aussi plus petit que 20 cm. Donc au final, si tu dois respecter en même temps celle-ci et celle-là, qu'est-ce que tu vas prendre comme contrainte? Tu vas dire que X doit être inférieur à 12,5 parce que si X est plus petit que 12,5, par défaut et par extension, il sera plus petit que 20 aussi. Alors que si tu prends X plus petit que 20, par exemple 18, ça respecte la condition X plus petit que 20, mais ça ne respecte pas la condition X plus petit que 12,5. Ok? Donc en gros, nos conditions à respecter sur X, c'est ces deux conditions-là. Donc l'intervalle I pour étudier notre fonction, notre volume, ça va être X compris entre 0 exclu et 12,5 exclu. Ok? Parce que pour 0 et 12,5, en fait, on aura un volume nul. C'est pour ça que je les exclus. On les calculera les volumes, mais le volume sera nul, donc il ne nous intéressera pas. C'est bon? Donc voilà, ça c'est la première question pour laquelle on s'intéresse à l'intervalle finalement de définition ou l'intervalle d'étude de la fonction dont on va parler dans la suite. Et la fonction dont on va parler dans la suite, c'est la fonction v de x, comme ils te disent dans la question 2, qui représente le volume de la boîte. Et on te demande de démontrer que le volume, il va bien s'écrire comme ils ont donné ici, 4x3, machin truc chose. Ok? Donc comment je fais ça? Donc je t'ai représenté tout à l'heure le schéma pour que tu puisses trouver plus facilement le volume. Le volume d'un solide de ce type-là, ça sera toujours l'aire de la base fois la hauteur. Et dans la base, tu as quoi? La base, c'est un rectangle. Donc le volume Vx, c'est l'aire de sa base fois sa hauteur. Les deux côtés de la base, c'est ça, 40 moins 2x, donc la longueur, et 25 moins 2x, la largeur. Donc l'aire d'un rectangle, tu sais faire normalement longueur fois largeur. Donc 40 moins 2x multiplié par 25 moins 2x. Et puis ça, tu dois multiplier encore par la hauteur pour avoir le volume. La hauteur, c'est petit x. Donc on continue fois x. Et après, pour retrouver la forme que eux proposent dans l'énoncé, tu vois, ils proposent une forme développée. Du coup, on va faire quoi? On va développer. Donc d'abord, double distributivité des deux parenthèses. Alors 40 fois 25, ça fait quoi ça? 40 fois 25, ça te fait 1000. Il y a un 1000 dans leur réponse, ça va? Ah ouais, 1000x, ok, c'est bon. Donc 1000, après 40 fois moins 2, ça te fait moins 80x. Moins 2 fois 25, ça fait moins 50, donc moins 50x. Et après, attention, moins 2x fois moins 2x, ça te fait plus 4x carré. Ok, ça te rajoute le x au carré ici. Fois x. Et puis après, on distribue à nouveau, donc avec x, tu vois, on distribue sur chaque terme là, etc. Donc 1000 fois x, ça te fait 1000x. Ensuite, les deux là, je les regroupe tout de suite et puis je vais les multiplier par x, tu vois, moins 80x, moins 50x, ça te fait moins 130x. Et du coup, moins 130 fois x, enfin moins 130x fois x, ça te fait moins 130x carré. Ensuite, plus 4x carré fois x, ça fait plus 4x au cube. C'est ça qu'ils voulaient? Nickel, 4x au cube, moins 130x au carré, plus 1000x. C'est bon. Donc on va remettre dans l'ordre décroissant des puissances. Et on a bien obtenu ce qu'il nous demandait d'obtenir. C'est OK? Donc tu as vu, il n'y a pas de difficulté, il suffit juste de réappliquer ta formule d'un volume, d'une figure que tu connais normalement. Le parallélépipède rectangle, c'est pas super compliqué, quoi. Donc le volume, on considère que tu es censé le connaître en fait. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la question 2. On a retrouvé l'expression du volume en fonction de x. Et donc question 3, c'est là qu'on va rentrer dans le problème d'optimisation à proprement parler. On te demande d'étudier les variations de la fonction v sur i. Donc on va se contenter de l'intervalle 0, 12,5. Et on va déduire les dimensions de la boîte pour que le volume soit maximal. Donc on va chercher le maximum du volume. Ça veut dire que rien qu'en lisant la question,
tu anticipes déjà qu'on va obtenir un maximum dans le tableau de variation. Donc il ne faut absolument pas obtenir un minimum parce qu'il parle d'un maximum. Tu vois, ce serait vraiment pas intéressant pour nous d'avoir un minimum, ce serait faux en fait. Donc on veut un maximum et du coup pour étudier la fonction, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la dérive. Alors je la réécris v de x 4x cube moins 130x carré plus 1000x. Donc pour les variations, il faut d'abord que tu dérives ta fonction. Alors variation, premier point, je dérive. Donc ici, je vais faire de la dérivée terme à terme. 4x cube, ça fait 4 fois 3x carré. 130x carré, ça fait 130 fois 2x. Et 1000x, ça fait 1000. Bon, après, tu peux calculer 4 fois 3. Tu peux calculer 130 fois 2. Et puis là, on peut au moins factoriser par 2, voire par 4. Est-ce que je peux factoriser par plus que 4? Je ne sais pas. Pourquoi je factorise à ton avis? Je factorise parce que j'ai pas envie de me trimballer des gros coefficients parce que là je sens que je vais arriver sur un polynôme du second degré, donc je sais que je vais devoir étudier son signe. Du coup j'ai envie de me simplifier l'étude du signe en fait. Les calculs, du delta et tout ça, tu vois. Donc là en factorisant par 4, alors bon, il n'y a pas d'erreur sur ça, je revérifie pour le 260, c'est bon, nickel. Donc en factorisant par 4, tu vois, j'ai diminué un petit peu la valeur des coefficients là. Donc pour le calcul du delta, ça va être un peu plus cool à faire. Parce que vu que tu as ta dérivée v', tu sais que dans la suite... Alors attends, tiens, je vais mettre un deuxième point éventuellement. Donc premier point, tu vois, c'était je dérive. Deuxième point, j'étudie le signe de v'. Le signe de v'. Donc v', c'est un polynôme du second degré. Et pour faire son signe, il te faut le discriminant. Voilà, c'est pour ça que je parlais de factoriser, toute l'expression. Donc b carré moins 4ac, ça te fait quoi? Ça fait moins 65 au carré. Je ne l'écris pas, hein, je le calcule direct. Moins 65 au carré, moins 4 fois 3 fois 250. 1225. C'est une racine exacte ou pas ça? J'espère. Ouais, c'est bon. Donc c'est quand tu tombes sur un delta qui tombe juste, enfin qui est un carré parfait, du coup tu es encore plus serein sur le fait de dire que tu es dans la bonne voie, quoi. Alors il est positif, il y a donc deux racines. Deux racines, ça veut dire la première moins b, je te réécris la formule pour la première si tu veux. Donc moins b ça fait 65 moins racine de 1225 sur 2 fois 3, 6. Alors j'ai regardé, ça fait 35 hein, la racine carrée. Alors ça fait, ouais, ça fait 5 en fait. Évidemment. Et x2 du coup. Bon, tu connais ta formule moins b plus racine delta. Ok, c'est le plus qui change. Donc tu vas avoir 65 plus 35 sur 6. Ça fait quoi ça? Ça fait quoi? Ça fait 65. Ça fait 100 sur 6. Ça fait 50 tiers. Ça fait environ 16. 16,7 si tu veux. Donc 16, tu es en dehors de l'intervalle i, tu vois, ça n'appartient pas à l'intervalle i qu'on a cherché au départ, notre intervalle d'étude, là, tu t'en souviens? 0, 12,5. Bah clairement, voilà, ton 16,7, il appartient pas dans i. Donc il fera pas partie du tableau. Cette valeur de x2 n'apparaîtra pas dans le tableau. Donc on verra apparaître uniquement la valeur x égale 5. Et donc là, on va le faire, le tableau. On va faire quoi comme tableau en fait? Ce sera le tableau de signe de v'. Donc signe d'un polynôme du second degré, tu connais ça. Donc la seule valeur qui apparaît c'est 5, c'est pour ça que j'ai fait qu'un trait de séparation. Alors x, 0, 12,5, 5. Là on a v'. On sait que ça s'annule ici. Et on sait que ça s'annulerait aussi par là, tu vois, 16,7. Ça veut dire que quand je suis ici, entre 5 et 12,5, je suis entre les deux racines, je suis entre 5 et 16,7. Ça, il faut que tu l'aies en tête parce que tu sais que la règle pour le signe d'un polynôme du second degré, c'est signe du a, sauf entre les deux racines quand il y a deux racines. Donc là, clairement, je vais être entre les deux racines, là, tu vois.
Donc là, ce sera le signe contraire de A. Il vaut quoi le coefficient A? Il vaut 3. Ok, donc il est positif. Tiens, je vais le marquer à côté si tu veux. A égale 3, positif. Du coup, signe de A, sauf entre les deux racines, je te le mets en rouge. Donc là, je suis entre les deux racines. Tu vois, partout ici, je suis entre les deux racines. Je veux vraiment que tu comprennes bien ce truc-là. Mais moi, comme je me contente de 5, 12,5, du coup, voilà, je mets juste un petit moins comme ça, quoi. Là. Ok? Donc, pourquoi je ne me suis pas occupé du 4 là? Je me disais, je vais te le dire parce que ça m'est venu en tête. Je t'en ai pas vraiment parlé, mais 4 c'est positif, ok? Donc je m'en fous en fait du 4. 4 je le mets pas, je m'intéresse que au signe de ce qu'il y a dans la parenthèse, hein. C'est le polynôme que je suis en train d'étudier. C'est pour ça que j'ai mis directement V' ici. Je me fiche du 4 quoi. C'est pas, le 4 il n'impacte pas le signe. Donc V' j'ai son signe, maintenant je peux avoir les variations de V. Et donc quand la dérivée est positive, la fonction V est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction V est décroissante. Et donc, tu vois, on a bien fait apparaître un maximum. Ok, donc ça va dans le bon sens par rapport à la question qui était posée. On voulait un volume maximal. Bon, bah ça tombe bien parce qu'on a trouvé effectivement un maximum. Donc ici, si tu fais partie des élèves qui trouvent un minimum, tu vois, au moment du contrôle, t'as faux. Tu vois, il faut que tu te corriges tout de suite parce que ta question, elle t'indique un maximum. Donc pense bien à ce que ta réponse soit cohérente avec la question posée. Et en fait, c'est pas tu dois même pas t'en rendre compte au moment où tu fais l'erreur. Tu dois anticiper le résultat. C'est pour ça tout à l'heure, je t'ai mis en évidence qu'on s'attendait à un maximum. Et je t'ai dit le mot anticiper. Je t'ai dit on va anticiper qu'on a un maximum. Comme ça, on anticipe que dans le tableau, on doit avoir plus et ensuite moins. Tu vois, comme ça, on a croissant et décroissant. Tout ça, je l'avais déjà anticipé. C'est ça que j'essaie de te dire tout à l'heure. Donc bref, on calcule l'image de ce maximum. Enfin, on calcule le maximum, pardon. Donc on calcule V de 5. La fonction V, je vais la rentrer dans ma calculatrice. Je crois que c'était 4x au cube, moins 130x au carré, je crois, plus 1000x. Ça doit être un truc comme ça. Donc le maxi, ça fait 2250. Alors comme toutes les dimensions, tu vois, 2250, toutes les dimensions dans l'exercice c'était des centimètres. T'avais peut-être pas fait gaffe, je l'avais écrit, je l'ai peut-être dit, je sais plus en fait. Mais c'est des centimètres, du coup en fait le volume que tu calcules il est en centimètres cubes. Donc là on peut écrire volume maxi pour x égale 5 cm, il vaut 2250 cm3. Et puis après, on voulait les dimensions de la boîte. Donc si je reviens sur, mon petit schéma là, tu vois, si tu prends x égale 5 cm, ça te fait une longueur de base qui va être égale à 40 moins 2 fois 5, donc 40 moins 10, ça te fait 30 cm. Et puis tu auras la largeur qui sera égale à 25 moins 2 fois 5, donc 25 moins 10, ça te fait donc 15 cm. Donc finalement ta boîte, elle a pour dimension 30 par 15 par 5. Ok, 30 par 15 par 5. Et après quand tu refais 30 fois 15 fois 5, bah, ça te redonne le 2250 qui correspond à ton volume maximal. Voilà, ok. Dernière petite chose, et après on arrête là pour la vidéo. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, pourquoi j'ai exclu 0 et 12,5? Parce que si tu calcules V de 0, tu trouves 0. Et si tu calcules V de 12,5, tu trouves 0 aussi. Tu peux le vérifier si tu veux dans ton tableur. Mais voilà, donc ça n'a pas d'intérêt d'avoir x égale 0 ou x égale 12,5 parce que si on avait coupé toute la largeur ou toute la longueur, il n'y avait pas de boîte. Ok, donc j'ai exclu ces valeurs non pas parce qu'elles sont des valeurs interdites, mais parce qu'elles sont des valeurs qui n'ont aucun sens dans le contexte de notre exercice. Puisqu'on veut construire une boîte, si tu découpes tout, tu n'as plus de boîte et il n'y a pas de volume. D'accord, donc voilà. Le volume V égale 0 n'est pas intéressant dans le contexte de cet exercice. Ok, c'est pour ça que j'avais exclu 0 et 12,5. Et voilà, je t'ai dit tout ce qu'il fallait. Donc là, c'était un exercice d'optimisation. Il y en a plein des exos de ce genre-là. Alors ça peut être avec des parallélépipèdes, ça peut être avec tout type de solide en fait.
Il y a un autre type d'exercice d'optimisation, j'ai une vidéo aussi sur ça, c'est avec les histoires de coûts de production ou bénéfices, enfin toutes les applications économiques en fait. On peut aussi chercher à optimiser, souvent c'est le prix unitaire d'un truc qu'on produit pour avoir un bénéfice maximal ou un coût de production minimal. Tu vois, c'est ce genre de choses aussi qu'on peut se poser comme question. Donc voilà, c'est un autre type d'exo. Là, je t'ai montré une application avec un contexte géométrique. Et puis dans d'autres vidéos, je te montre des applications avec un contexte économique. Mais c'est toujours, on appelle ça toujours des exercices d'optimisation. Ok? Donc voilà, c'est un exercice de type exo-bilan quoi, sur l'optimisation que tu peux retrouver en DS, tu peux retrouver ça en interro. C'est vraiment le genre d'exo classique sur lequel on peut être appelé à t'interroger. Ok, allez, je m'arrête là. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Pense à t'abonner à ma chaîne si tu l'es pas. Comme ça, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. N'oublie pas qu'il faut que tu t'entraînes aussi. Plus tu t'entraînes en maths, plus ton cerveau devient performant. Donc, il faut à tout prix s'entraîner. Moi, je te donne des exemples. Quand je fais un exo-bilan, c'est pour te montrer vraiment le genre de truc sur lequel tu peux tomber. Mais surtout, il faut que toi, de ton côté, tu ailles faire le même genre d'exo, peut-être 5 fois, peut-être 10 fois. Ça dépend de ce dont toi, tu as besoin. Mais il faut absolument que tu t'entraînes suffisamment. Plus tu t'entraînes, plus ça va aller vite dans ta tête et dans ton cerveau. Ok? Allez, je te laisse là, travaille bien et à la prochaine. Ciao!